Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mère vous fasse. À quoi ressembleraient les couples formés par Tristan et Iseux, Roméo et Juliette, Jack et Rose dans Titanic, s'ils avaient vécu longtemps heureux et s'ils avaient eu beaucoup d'enfants? Nul ne le saura jamais, car les couples heureux qui durent toute la vie intéressent assez peu la littérature ou le cinéma. Les contes de fées, oui, mais vous le savez, on n'en sait pas beaucoup sur la vie conjugale quotidienne de La Belle au Bois dormant, de Réponse ou de Blanche-Neige. Mais comment font les couples qui durent? Quel est leur secret? À quoi ressemble leur savoir-vivre amoureux? Comment prendre soin de son couple au long cours? Quels sont les comportements qui peuvent nous inspirer? L'écrivain Michel Déon écrivait que le spectacle insolent d'un couple qui se connaît à 20 ans, s'aime, se l'avoue, se le répète et meurt heureux, remplit d'aigreur la plupart des gens. Je vous garantis ce matin une émission sans aigreur envers les couples qui durent. Et vous, quel est votre secret pour faire durer votre couple? A contrario, pensez-vous que c'est une tâche insurmontable? N'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Mère vous fasse. Vous retrouverez évidemment les questions pertinentes de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle. Il est toujours pertinent, Éric Libio. Bonjour Éric Libio. Bonjour Ali, bonne année à tous. Belle année à vous, mon cher Éric. Quel est le menu de vos choses vues? Écoutez, vous allez parler le couple, vous, ce matin. Moi, je vais parler de la couple. Tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Mère vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. France Inter. Ali Rébéi. Grand bien vous fasse. Bonjour Caroline Cruz. Vous êtes conseillère conjugale et familiale, thérapeute du couple. Vous collaborez au Huffington Post vous avez vu, j'ai bien dormi cette nuit. Et vous publiez au Rocher Poche le savoir-vivre amoureux, les secrets des couples qui durent. Bonjour Cécile Guéret. Bonjour tout le monde. Vous êtes thérapeute en gestalt thérapie à Tours, auteur du blog La Psy Buissonnière, et vous avez publié en début d'année Aimer, c'est prendre le risque de la surprise. Bonjour Philippe Breneau. Oui, bonjour Ali. Vous êtes psychiatre, anthropologue, thérapeute de couple, enseignant à l'Université Paris-Descartes, et vous venez de publier avec Laetitia Corine le second volume de l'incroyable histoire du sexe en BD, intitulé De l'Afrique à l'Asie, et c'est publié aux Arènes. Alors, une question simple et compliquée à la fois. Pourquoi se mettre en couple à une époque marquée par le sceau de l'instabilité et des relations liquides, Caroline Cruz? Peut-être justement, parce que le couple, dans une époque d'incertitude, de fragilité, finit par constituer une sorte de valeur refuge. C'est ce qui le rend à la fois très idéalisé et très fragile, parce que ça fait peser sur lui beaucoup d'attentes. Cécile Guéret. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Caroline Cruz, c'est-à-dire que c'est à la fois le couple, un cocon familier, une base stable, sécurisante, dont on imagine que c'est l'endroit de ressources un peu face aux agressions de la vie extérieure. Mais ce qui est assez contradictoire, c'est qu'on a aussi une attente forte actuelle portée sur le couple, qui est l'idée que le couple serait un peu au service de notre développement personnel. Donc ça, c'est vraiment une attente contemporaine, avec l'idée qu'on n'attend plus seulement d'être avec l'autre en restant soi, mais que le partenaire nous donnerait accès à la réalisation de nous-mêmes. Donc en fait, vous voyez comme le couple est à la fois, il y a une attente de stabilité qui nous rassure, mais il y a aussi, de manière conjointe, le couple est vu comme le lieu d'une évolution, du mouvement, voire du renouvellement permanent, à la fois de nous-mêmes et de ce qui nous lie à l'autre, donc en fait, il y a à la fois une attente de mouvement et de stabilité. On est dans ces deux attentes contradictoires. Caroline Cruz, au fond, qu'est-ce qu'on attend du couple? Et quelles sont les grandes fonctions du couple en ce début de décennie 2020? Mais là, je ne peux que rebondir sur ce qu'a dit Cécile et que j'ai dit avant. C'est-à-dire, on a justement des attentes très contradictoires. C'est-à-dire, essayer de en fait, le couple, c'est une alliance des contraires. Enfin, c'est un oxymore. C'est-à-dire que il faut à la fois un couple, c'est à la fois être à la fois autonome et à deux, être à la fois rassuré et qu'il y ait quand même une part de risque. C'est une sécurité. Et aussi justement une prise d'autonomie. C'est compliqué, enfin c'est vraiment une alliance de contraires et c'est tout l'enjeu de la durée du couple. Enfin, il y a un paradoxe un peu à dire qu'un couple va durer. D'ailleurs, vous savez, quand on cherche sur Internet faire durer, c'est souvent des choses bizarres qui arrivent. Faire durer un couple, il y a quelque chose d'un peu popote quand même, enfin un peu pas très glamour. Mais c'est un enjeu que je trouve passionnant. Dans votre cabinet, quel est le principal motif de consultation ?
Le principal motif de consultation, d'emblée, c'est l'absence de communication. On ne se parle plus au bout de tant d'années, on ne se parle plus, ou bien on s'engueule tout le temps. Alors, on se parle, mais pour s'engueuler, ou bien encore l'infidélité, puisque l'époque actuelle favorise, non, peut-être pas l'infidélité parce qu'elle a toujours existé, mais elle favorise la découverte de l'infidélité. La communication, c'est l'un des secrets fondamentaux des couples qui durent. Oui, je pense que c'est très important de se parler, mais enfin. Peut-être avant il me semble que pour qu'un couple dure, il faut à la fois pas faire peser trop d'attentes sur le couple et en même temps ne pas le considérer comme acquis. Moi, il y a une image qui me vient, c'est avoir toujours, peut-être pas en permanence et peut-être pas 24 heures sur 24, mais avoir à disposition un regard neuf sur l'autre, un regard curieux sur l'autre. C'est difficile ? Non, vous savez, Ali, quand regardez, au moins dans la période du premier confinement, quand on avait juste 1 kilomètre et 1 heure pour se promener, on découvrait dans son quartier des choses qu'habituellement on ne voyait pas. On se promenait dans des rues qu'on avait traversées 1000 fois et comme on n'avait rien d'autre à faire, on levait le nez et on découvrait un petit détail sur une façade, on découvrait un jardin caché, on découvrait une rue qu'on n'avait jamais empruntée. Je pense que le couple, c'est ça, c'est-à-dire maintenir quelque chose de ce regard sur le quotidien qui permet de voir l'autre autrement que comme une habitude. Cécile Guéret. Oui, alors c'est sûr que je suis entièrement d'accord parce que c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup, la question de l'ouverture à la nouveauté possible. Je crois effectivement que ce qui fait le vivant du couple, c'est la capacité d'ouverture à la nouveauté. Alors autant la nouveauté possible sur l'autre, c'est-à-dire lui laisser la possibilité de se raconter autrement, ne pas l'enfermer dans des préjugés, ne pas avoir une idée très arrêtée sur ce qu'est l'autre. Alors c'est vrai que quand on est ensemble depuis 20, 30 ans, on a l'impression de très bien connaître l'autre, mais en fait il y a forcément des choses qu'on ne connaît pas, et exister c'est changer, donc depuis 30 ans la personne avec laquelle on vit a forcément changé, mais c'est aussi avoir un regard neuf sur nous-mêmes. Parce que nous aussi, on a changé, on est dans une identité provisoire, et il y a toujours des choses à découvrir de nous-mêmes, et aussi sur s'ouvrir à la nouveauté possible du couple, c'est-à-dire ne pas avoir une définition définitive du couple, parce que c'est vrai que c'est assez mortifère d'une certaine manière de se croire accompli, fini, dans l'immobilité. Alors c'est sécurisant d'une certaine manière parce qu'on est à l'abri du mouvement, on est à l'abri de la finitude aussi, donc ça c'est sûr que c'est rassurant, mais on est aussi à l'abri de la transformation et donc de la surprise. Et la surprise, c'est ce qui fait justement le vivant du couple, c'est un peu cette co-création qui se renouvelle en permanence, et on ne sait pas ce que ça va donner, et c'est ça qui est beau finalement dans le couple. Philippe Renaud, on vous a retrouvé pour faire durer un couple. Oui, je suis désolé. Il faut faire le deuil du couple parfait. Alors ça, c'est une très bonne idée, et je vais le connecter avec votre première question que j'ai bien entendue, et puis je n'ai pas pu y répondre. C'est que qu'est-ce que le couple ? Je crois que c'est un fantasme culturel. C'est-à-dire qu'on l'a appris. C'est-à-dire depuis notre enfance, qu'est-ce que nous voyons, sinon toujours des couples ? Tous nos parents, nos tantes, nos oncles, nos grands-parents sont en couple, et on ne sait pas faire autrement que reproduire. On sait combien par exemple, les enfants des groupes californiens qui déconstruisaient la société n'arrivent pas à faire couple. Et à ce moment-là, effectivement, il va falloir trouver des moyens de le faire durer parce que c'est un fantasme. Mais si on ne fait pas le deuil de la passion, c'est exactement ce que vous dites. Le couple est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a une période de passion. On a dit que le couple durait 2 à 3 ans. Oui, la phase passionnelle ne dure pas plus. Et il va falloir accepter ce deuil. Et c'est très difficile parce que les médias nous mettent en permanence devant nous cette image d'un couple idéal et que l'on n'arrive pas à reproduire parce que le moment de la passion, on le revit pas de la même façon. Mais c'est bien aussi de le réveiller. Philippe Renaud, vous ne voyez pas Éric Libiot, mais il dodelinait quand vous parliez du couple comme fantasme culturel. Il dodelinait comme Michael Lonsdale dans Hibernatus, dans cette scène face à Louis de Funès. Non, mais j'ai l'impression est-ce que justement ce fantasme du couple, il faut pas aussi partir du principe qu'on va se tromper, qu'il va y avoir de l'incompréhension, qu'il va y avoir des difficultés, mais dès le début, enfin comme si ça devait être inhérent à la formation du couple et qu'il fallait s'en rendre compte, en tout cas l'appréhender assez rapidement. Caroline Cruz. Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que
croire que tout va bien se passer, que miraculeusement, comme dans les contes de fées, comme vous disiez Ali, plus rien ne va se passer, il fait heureux, il dure beaucoup d'enfants, et après quoi? Et c'est là au fond que l'amour commence d'une certaine manière. Comme dit Philippe Bruneau, que la passion, qu'il faut faire le deuil de la passion, de cette espèce d'état de fusion, qu'on commence à s'éloigner l'un l'autre, mais s'éloigner, c'est aussi se regarder. Hein, c'est aussi avoir du désir. Hein. Pour qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait de la distance, un petit peu de distance. Il faut que l'autre puisse, qu'on soit pas collé, qu'on soit pas dans une fusion narcissique, et qu'on ait aussi conscience que ça ne va peut-être pas être si simple que ça, mais que traverser ces difficultés va être aussi un enrichissement pour le couple. Philippe Bruneau. Oui, le deuil de la passion, ça doit pas être négatif. C'est-à-dire que le deuil de la passion, c'est de ce moment particulier dans lequel Albert Ony, dans son Choc amoureux, disait on a une sexualité extraordinaire. C'est-à-dire que regardez, chacun d'entre nous, dans un moment passionnel de rencontre, dans le choc amoureux, on va faire l'amour comme on l'a jamais fait, parce que l'excitation est permanente. Mais au quotidien, cette excitation, elle n'existe pas de la même façon. Et là, on a du mal à accepter de pas avoir, à une époque où la sexualité est mise en avant, d'avoir une sexualité qui soit différente. Et de trouver les moyens à deux de retrouver l'excitation sexuelle. C'est pas facile avec le quotidien. Cécile Guéret. Oui, je trouve ça intéressant aussi de voir ce moment de désillusion qu'on peut porter sur le couple. Alors c'est vrai qu'au début on est un peu foufou, on s'aime, le monde est beau, on ne voit que les qualités de l'autre et c'est formidable et tant mieux. Mais il y a un moment effectivement où peut apparaître un moment de déception ou qu'on pourrait appeler des illusions en tout cas, mais on peut aussi le voir. Moi je trouve que c'est un moment qui est très beau en même temps pour le couple, parce que c'est aussi le moment où en fait on peut découvrir l'histoire de notre partenaire, qui il est vraiment, c'est-à-dire avec ses aspérités, ses difficultés, ses failles. On peut aussi nous à notre tour descendre de notre piédestal, montrer nos vulnérabilités, accepter de nous montrer avec aussi toute notre complexité, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la perfection, on a aussi des difficultés, des failles aussi de notre côté, et accéder en fait à une relation authentique et surtout à une dimension qui me semble essentielle dans le couple, qui est la dimension du soutien, c'est-à-dire la possibilité de traverser sous le regard de l'autre des moments difficiles, des moments où on n'est pas au top de nous-mêmes, des moments où peut-être on peut même traverser aussi des moments de honte, mais on est là l'un pour l'autre et on se soutient. Est-ce que les couples qui s'aiment et qui durent partagent forcément la même philosophie de vie, la même philosophie de l'amour, Caroline Cruz? Je pense qu'il vaut mieux la même philosophie de l'amour ou la même philosophie de vie. Je pense qu'il vaut mieux être d'accord sur des points essentiels et on le sait très vite. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de signaux d'alerte qui peuvent arriver au début d'une relation où on peut se dire que bon, là, ça va être effectivement difficile de vivre avec quelqu'un ou d'entamer une histoire avec quelqu'un avec qui on a un point de désaccord fondamental. Mais sinon, c'est ce qui fait la richesse du couple et c'est pour ça qu'on se met en couple, c'est l'altérité. C'est-à-dire qu'on s'enrichit mutuellement de nos différences et on apprend à nos enfants à s'enrichir de nos différences. Enfin, c'est comme ça qu'on vit. La vie, c'est pas, on vit pas en miroir. Hein. Bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour, merci. Quel est votre point de vue sur notre sujet du jour? Mon point de vue, moi, c'est que un couple qui dure, ça existe. Moi, ça fait 18 ans que je vis avec ma compagne. Bravo. Et je suis toujours très, très, très amoureux d'elle. Mais pour moi, en fait, ce qui va bien, c'est qu'en fait, on prend déjà bien soin l'un de l'autre. Et puis surtout, on a la différence entre ce qui est grave et ce qui est juste embêtant. Mmh. Et si on réfléchit bien, il y a plein de petites choses qui sont embêtantes dans la vie, mais des choses graves, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et ça permet de relativiser beaucoup, et puis de pas s'engueuler pour rien, pas s'énerver pour rien, et ça marche, quoi, ça passe, ça fait, en plus, nous, on est artisans boulangers, on travaille tous les deux ensemble, et ça va bien, on s'engueule quasiment jamais, ça va bien, quoi. N'hésitez pas à m'envoyer quelques viennoiseries et quelques baguettes, mon cher Patrick. Cécile Guéret, oui. Votre point de vue sur le petit secret de Patrick? Mais je trouve ça chouette. Moi aussi, je veux bien des viennoiseries. Si jamais il livre à Tours, qu'il n'hésite pas. Ça doit cimenter le couple, ça, je crois. Exactement, sans aucun doute. Ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, ce que pointe Patrick, c'est la possibilité de se différencier aussi. C'est-à-dire que je trouve que dans le couple, on est aussi souvent pris dans un mythe, qui est le mythe du nous actuellement, et qui décourage un peu le désaccord, ou d'une certaine manière, on pourrait dire le conflit honnête. En tout cas, la différenciation, c'est-à-dire la possibilité d'exister pleinement face à l'autre.
et de pouvoir dire ce qui nous convient, ce qui nous plaît pas, mais sans forcément que ce soit grave ou que ce soit tout de suite, par exemple, que le signe que le couple est en crise ou dysfonctionne ou qu'on s'entend pas ou qu'on n'est pas fait pour être ensemble. C'est vraiment la possibilité de se différencier, d'une certaine manière de faire un peu le pari de la coexistence, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être des individus séparés et c'est pas soit l'un soit l'autre qui a raison, mais ça peut être et toi et moi et on en discute et chacun reste un sujet solide, à part entière et consistant face à l'autre, tout en entendant ce que vit l'autre. Monique, bienvenue. Ça vous parle ce que vient de dire Cécile Guéret? Bienvenue. Oui, tout à fait. Bonjour, bonjour. Quel est votre point de vue sur notre sujet? Eh ben moi, ce que je disais, c'est qu'en fait, je suis mariée depuis bientôt 37 ans. J'ai 3 enfants, je suis grand-mère. On habite en milieu rural. Et moi, on a toujours privilégié nos vies ensemble, mais nos vies particulières. C'est-à-dire que moi, de 18 ans à 28 ans, j'ai vécu toute seule. Et après, je me suis mariée à 28 ans. Et notre couple fonctionne parce que, par exemple, mon mari il aime la pêche, moi pas du tout, je peux pas rester dans une canne à pêche. Donc je fais du théâtre, j'ai une association, je monte des pièces de théâtre, lui il nous fait des décors, voilà. Et puis après, par exemple, il voulait pas aller en Asie, moi je voulais aller en Asie. À 60 ans, je suis partie toute seule au Cambodge. J'estime que l'un ne doit pas être sur l'autre. Enfin, je veux dire, lui, il a des passions, des activités. Moi, j'ai les miennes. Et c'est pas parce que je suis une femme, je veux pas jouer à la féministe, mais c'est pas parce que je suis une femme que j'ai pas le droit d'avoir aussi ma liberté de faire ce que j'ai envie. Et puis aussi, il faut se retrouver des moments ensemble, où on peut vivre des choses ensemble. On a un camping-car, on peut partir ensemble faire des choses, mais on garde notre particularité. Et maintenant, par exemple, 1er septembre, je vais avoir 64 ans, je vais partir à la retraite. Lui, il veut être dans sa campagne. On a restauré une ancienne ferme auvergnate, c'est magnifique et tout. Mais moi, je suis très culturelle, je fais plein d'activités. Donc, on a trouvé un système. On a acheté une toute petite maison à Issoire, à 15 km de notre village de 2500 habitants. Et moi, je vais avoir ma filière, parce qu'on dit la garçonnière, mais il n'existe pas de filière. Ah, c'est joli ça, la filière. C'est très joli. Oui, on dit une garçonnière, mais une filière. C'est vrai, je vais noter ce nouveau, ce néologisme. Est-ce que ça vous parle, Monique, l'expression libre ensemble? Je fais référence à le titre d'un livre de François de Singly. J'ai l'impression que vous êtes libre ensemble avec votre mari. Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi c'est ça, mais j'ai l'impression aussi, et c'est pas rien qu'une impression, c'est qu'en fait mon mari m'aime et il sait très bien que il pourrait pas m'enfermer, je pourrais pas vivre différemment que comme ça. Et donc, quelque part, il est un peu obligé, entre guillemets, parce que moi aussi je fais des concessions, mais de m'accepter telle que je suis. Alors peut-être qu'il aurait aimé avoir une femme qui reste à la maison, qui lui mette ses pantoufles quand il arrive le soir et tout ça, mais c'était pas la bonne personne, c'était pas moi. Et Caroline Cruz a pris plein de notes. On a bien fonctionné comme ça. Caroline Cruz. Oui, je pense que Monique, si vous a choisi, c'est justement votre liberté aussi qu'il a choisi, votre mari. Sans ça m'étonnerait qu'il ait eu envie d'une autre femme. Et pour rebondir sur ce que disait Ali, je trouve libre ensemble, mais plutôt libre et ensemble. Il me semble qu'ils arrivent, Monique, vous arrivez à concilier les deux, c'est-à-dire vous arrivez à concilier la part de liberté de chacun et la possibilité d'avoir cette zone commune qui vous rapproche tous les deux. Je trouve ça extrêmement important, ce et, qui veut dire que c'est possible de concilier les deux. Philippe Breneau. Oui, Alice, je trouve que Patrick et Monique nous montrent une chose, c'est que le secret du couple, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que il y a beaucoup de secrets différents. Il ne faut pas essayer de suivre un modèle. Patrick nous montrait de quelle façon ce que j'appelle l'intelligence des couples, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé le moyen, et il faut le faire parce que c'est trop compliqué, de dépasser les crises, les disputes. Il disait d'une certaine façon, il faut comprendre qu'une dispute n'est pas un drame. Et de l'autre côté, Monique parle de garder un jardin secret, un territoire. Et là, je crois que c'est fondamental dans les couples qui durent, c'est
ne pas tout se dire. Ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir avec tromper. C'est-à-dire quand on a bien compris que ne pas tout dire, c'était pas tromper, à ce moment-là, chacun est libre et c'est le libre ensemble, libre, c'est-à-dire quelque chose qui permet, tenez, je connais un couple, je peux pas le nommer, mais d'une personne que tout le monde connaît. Et il a un peu plus de 80 ans aujourd'hui. Et je faisais une émission de télévision avec lui il y a pas longtemps, et sa femme qui écoutait avec moi me dit tiens, j'apprends encore sur lui des choses que je ne savais pas. C'est-à-dire qu'ils ont toute une communauté, et puis on ne se dit pas forcément tout, et ça n'a rien à voir avec tromper. Allez, nous attendons vos témoignages et vos questions sur le couple, sur les couples qui durent au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Serge Gainsbourg, Initials BD. Ma biche, au fond, tu es un petit être exquis. Et si parfois, il m'arrive d'être nerveux. Mais non, Léo, mais non. Grand bien vous fasse. Tu comprends, ma biche? Je comprends. Et maintenant, fermez les yeux. Sur France Inter. 10h29, quels sont les secrets des couples qui durent? C'est notre thème ce matin, élément de réponse avec nos experts, standard ouvert au 01 45 24 7000 et la question pertinente de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Oui, bonjour Ali, bonjour à vos invités. Je voudrais revenir sur un terme qu'a employé tout à l'heure Cécile Guéret, la dimension de soutien. Je pense notamment aux événements extérieurs tels la maladie, le chômage, les accidents de la vie finalement, ou tout dernièrement le confinement, qui mettent le couple à l'épreuve. La manière dont le couple justement traverse ou pas ces périodes est-elle un indicateur qui emporte tous les autres finalement face à l'adversité? C'est là où l'on voit si les fondations du couple sont solides. Cécile Guéret. Je rappelle que vous êtes thérapeute. Je crois. Oui, je crois en effet que des événements comme ça peuvent, alors je dirais pas mettre à l'épreuve, mais je dirais plutôt révéler finalement ce que vit le couple profondément. Parce que ce dont on s'est aperçu avec, en tout cas le premier confinement, j'aurais pas forcément le même avis sur le deuxième confinement qui je trouve a été, m'a semblé en tout cas beaucoup plus difficile à vivre pour les couples. Mais en tout cas, le premier confinement, en tout cas des personnes que moi j'accompagne en psychothérapie, l'impression que j'avais, c'est que finalement, ça mettait de l'éclairage sur comment ils se sentaient, comment ils vivaient leur couple. D'une certaine manière, ça les confrontait à ce que d'habitude on est pris dans notre vie quotidienne, les enfants, les engagements associatifs, le travail, enfin toutes nos activités qui font qu'on est on peut un petit peu regarder ailleurs, en tout cas sur que des difficultés du couple qu'on peut éventuellement traverser. Et finalement, le premier confinement nous a un petit peu confrontés, nous a obligés à voir et à vivre pleinement là où on était dans notre couple. Mais l'impression que j'ai eue, c'est que pour beaucoup de couples, ça a justement plutôt révélé le soutien, les valeurs communes, le plaisir qu'ils avaient à être ensemble. Et finalement, ce qui pouvait être difficile dans la vie quotidienne est un peu passé au second plan. Enfin, la vie quotidienne de d'habitude, je veux dire, avant confinement, est un peu passé au second plan parce que on pouvait compter l'un sur l'autre et se soutenir. Caroline Cruz, je rappelle que vous êtes conseillère conjugale et familiale et thérapeute de couple. Vous allez dans ce sens? Je vais dans ce sens en partie. En partie, c'est-à-dire que oui, il y a un certain nombre de couples, et parmi ceux que je suis également, qui ont su trouver dans le fait d'être soumis à cette contrainte, qui ont su trouver des ressources, ne serait-ce que pour ne pas ajouter de l'angoisse à l'angoisse, du conflit au conflit. En revanche, les couples dont les activités extérieures permettait de ne pas voir les difficultés à l'intérieur du couple, ceux-là, se retrouvant en tête-à-tête en permanence, ont pu constater quand même que leur couple ne fonctionnait que par ces apports extérieurs. Et comme disait Cécile, mais dans un autre sens, la pandémie, enfin le Covid, a servi de révélateur à une forme de vide relationnel qui était compensé par les activités extérieures auparavant. Oh, excuse-moi. Si t'as quelque chose à laver, c'est le moment. Ah, bien sûr que j'ai quelque chose à laver. Mon honneur. 50 ans de compromis, de coups bas, de lâcheté sans compter les mesquineries. Ah oui, j'ai quelque chose à laver. T'as pas plus simple? Non, parce que j'ai pas le programme pour ça. Bah sinon, j'ai mes slips. Non, je préfère laver ton honneur. Non, parce que... L'excellente mini-série humoristique Scène de ménage sur M6. Est-ce que l'humour, rire ensemble, faire preuve d'autodérision, c'est l'une des clés pour faire durer son couple, Philippe Breneau?
C'est une des clés, comme on le disait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas un secret, mais c'est très vrai que j'ai vu des couples qui étaient réunis par le rire, par un même niveau, j'allais dire, de gag qu'ils comprenaient tous les deux. Il y en a d'autres qui se réunissent sur le soutien. Cécile Guéret le disait tout à l'heure, mais ce ne sont pas tous les couples. Et on se rend compte que chacun va se réunir sur un pôle particulier. On le voit par exemple avec la sexualité. Je suis persuadé que ce n'est pas plus de un tiers des couples, c'est pas la moitié, qui ont ce qu'on appelait la réconciliation sur l'oreiller. Mais c'est très vrai que chacun va avoir un truc. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on voudrait cocher toutes les cases. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir rire, être autonome, avoir une sexualité très épanouie, et là c'est très compliqué. Donc je crois qu'il faut cultiver le point qui nous réunit, et puis essayer d'augmenter les autres. J'aimerais qu'on évoque un secret des couples qui durent, c'est se parler avec respect, Caroline Cruz. Choisir ses mots, faire attention au ton de sa voix, ne pas rabaisser, ne pas humilier. Oui, c'est fondamental. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. Alors, je trouve que c'est beaucoup mieux de dire ça me ferait plaisir que tu fasses ça, plutôt que de dire tu as encore oublié d'eux, comme on entendait un peu dans la scène de ménage tout à l'heure. Mais bon, d'une part, c'est tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est que viser la perfection, c'est-à-dire se dire qu'il faut toujours être bienveillant, parler de soi, pas faire aucun reproche, ça devient aussi, on peut pas marcher sur les œufs tout le temps quand on parle à l'autre. Bon, il me semble que l'essentiel, c'est de ne pas blesser l'autre, c'est-à-dire de ne pas utiliser contre l'autre ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir ses difficultés, ses failles, ne pas l'attaquer trop sur sa famille, pas du tout d'ailleurs, sur sa famille, sur les enfants. Enfin, il faut essayer de ne pas utiliser les points de faiblesse de son partenaire pour l'attaquer et pour le détruire d'une certaine manière. Sinon, ça peut arriver qu'on se dispute, ça peut arriver qu'on soit pas toujours aimable. Il faut pas non plus trop s'en vouloir ni s'en vouloir à l'autre. Philippe Renaud, je rappelle que vous êtes anthropologue et psychiatre. Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Caroline Cruz. Et dans cette bienveillance, il y a le ton de la voix. Or, le ton de la voix est modulé par nos hormones et nos hormones sexuelles. La grosse voix masculine peut être extrêmement forte, peut terroriser, et beaucoup d'hommes ne s'en rendent pas compte. Très souvent, les femmes, j'ai une patiente qui me dit en permanence, j'ai peur de sa grosse voix. Et à partir de là, c'est un outil, et je crois qu'il faudrait que les hommes en prennent conscience. C'est un élément de la domination masculine qui existe toujours. Et c'est pas facile d'en prendre conscience. Caroline Cruz, les couples qui durent ne se disputent jamais. Pas du tout. Non, rassurez-moi. Pas du tout. Alors, je vous rassure, Alice. Non, bien sûr que non. C'est même un peu inquiétant, les couples qui se disputent jamais. C'est inquiétant parce que ça peut vouloir dire soit que l'un a complètement abdiqué devant l'autre, c'est-à-dire de toute façon, il aura toujours raison et j'abdique, je m'écrase, c'est pas la peine. Ou alors, on voit des couples qui durent, mais au mauvais sens du terme depuis un certain temps. Il n'y a plus de dispute parce que ça vaut plus la peine de se disputer. C'est fini, la relation est tellement dévitalisée, mais ça veut dire aussi qu'ils ne se parlent plus. Et vous écrivez que la première dispute dans le couple est plutôt une bonne nouvelle. C'est le signe que l'on s'installe dans le couple. C'est douloureux, mais nécessaire. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la diffusion. C'est-à-dire que, on a un prince charmant, on a une merveilleuse princesse, et puis à un certain moment, zut, la princesse redevient grenouille et le prince crapaud et ils se mettent à coasser d'une voix un peu désagréable. Eh ben oui, mais c'est la réalité. Et cette réalité-là, comme disait Cécile tout à l'heure, il faut faire avec, c'est-à-dire aimer aussi chez l'autre ses failles et voir aussi qu'on n'est pas d'accord sur tout d'emblée. Et c'est ça qui fait la richesse d'un couple. Cécile Guéret, comment se disputer de façon constructive ? Ça, c'est un peu le Graal, effectivement. Comment se disputer sans s'engueuler, on pourrait dire ça aussi de cette manière-là. Je crois que c'est vraiment, je crois qu'une des clés, alors je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de recette et qu'une des grosses difficultés aussi du couple, c'est qu'on est beaucoup bombardé d'injonctions contradictoires avec un peu l'idée qu'il y aura un mode d'emploi
Donc par exemple un mode d'emploi des disputes, et qui fait que finalement on se sent un peu perdu parce qu'on a tellement ces injonctions qui nous arrivent de l'extérieur, de la meilleure manière de faire, qu'on est coupé de notre vécu, notre sensation, de notre manière très singulière d'être affecté par l'autre et de vivre telle ou telle situation. Et donc finalement on peut vite se sentir démuni. Alors je crois que notamment dans la question de la dispute, mais même d'ailleurs plus largement dans le couple, je crois que en tout cas une des clés ça pourrait être comment est-ce qu'on préserve le bon intervalle, disons plutôt le juste intervalle entre soi et l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans l'oubli de soi, ni dans le sacrifice, ni non plus dans la confusion ou l'intrusion que l'autre pourrait avoir. C'est vraiment comment on peut laisser de l'entre-deux, ne pas savoir à la place de l'autre, c'est-à-dire ne pas présupposer de la manière dont il vit les choses, dont il est affecté par la situation, respecter autant ce qu'il dit que ses silences ou le fait qu'il n'ait pas envie de parler, par exemple, à ce moment-là, et comment est-ce que nous aussi on peut tenter de formuler le mieux possible ce qu'on vit, ce qui peut être difficile pour nous, quelles sont nos envies, nos désirs, mais vraiment dans l'idée qu'il y a un intervalle juste à trouver et qui est, je crois, très singulier à chaque couple. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui sont très fusionnels, des couples qui sont très indépendants, et puis ça peut changer aussi dans la vie du couple au fur et à mesure des années qu'on vit ensemble. On peut aussi se découvrir une manière d'être ensemble qui est différente, et c'est vraiment cet ajustement de comment on trouve cet intervalle entre nous, plus ou moins serré, à ce moment-là de la vie du couple. Allez, ça va faire plaisir à Éric Libio, qui est un immense critique de cinéma. Vous avez vu, j'ai échangé en 2021 à votre sujet. On va écouter un extrait du film Embrasse-moi idiot de Billy Wilder. Oh, bonjour chérie. Bonjour. Navré d'être en retard, le docteur Sheldrake te fait ses amitiés. Ah oui, c'est gentil. Et ça a été? Où ça? Chez le dentiste. Oh, très bien, très bien. Est-ce que tu as souffert? Non, mais il croit qu'il va falloir m'arracher ma dent de sagesse. Tu mens, Zelda. Il ne peut pas la sauver. Jamais tu n'as été chez le dentiste. Tu n'as pas rendez-vous avant vendredi prochain. Non, jeudi prochain. Alors où as-tu été aujourd'hui? Et qu'y a-t-il dans cette boîte? Tu tiens vraiment à le savoir? Ah oui. C'est un petit cadeau pour mon amant. Ah, c'est donc ça, hein? Comment c'est aujourd'hui? Nous sommes le 30 septembre. Moi, je croyais que c'était le 31. Je voulais te faire une surprise et tu as tout fichu par terre. Je m'excuse, chérie. Oh là là, je suis un monstre. Oh oui, tu en es. Oh, je sais pas pourquoi tu me supportes. Moi non plus. Accuse-moi de cruauté mentale, hein? Jalousie. Ah oui, je te soupçonne, je te soumets à la question. Tu sais pourquoi je suis en retard? Ah non, ne m'explique rien. Parce que j'ai attendu chez le pâtissier. Hier, j'avais commandé un gâteau à la pistache et ces crétins en ont fait un au chocolat que tu détestes. Oh, pistache, chocolat, qu'importe. Je t'aime. Caroline Cruz, la jalousie est mise en scène dans cet extrait de Billy Wilder, d'Embrasse-moi idiot. La jalousie, c'est un poison qui peut empêcher un couple de durer. Si c'est oui, Alice, si c'est une jalousie pathologique, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une suspicion permanente à l'égard de son conjoint, finit par obtenir le contraire de ce qu'il souhaite, c'est-à-dire finit par obtenir que son conjoint le trompe. Et dans cet extrait? Alors, dans cet extrait, ce qui est amusant, c'est le jeu cet extrait. Hein, ce qui est amusant, c'est le jeu, et puis le jeu de la surprise préparée, d'une forme de déception. Enfin, c'est toute l'interaction entre les deux. Mais ce qui m'interpelle plutôt dans cet extrait, c'est un peu la fabrique de la déception. C'est-à-dire qu'on on veut faire une surprise à l'autre et l'autre, ne répond pas à son attente. Ça, je trouve ça toujours très important de pas, au fond, de dire les choses. C'est-à-dire de pas attendre que l'autre devine ou, je sais pas, pense à la date de l'anniversaire de mariage et se préparer en quelque sorte à ce qu'il il n'y pense pas. Et donc être déçu et le lui reprocher. Et là, c'est un enclenchement infernal. Et il est temps de retrouver les choses presque vues d'Éric Libio. France Inter. T'es quoi, t'es médecin, psychiatre? Grand bien vous fasse. Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute? Éric Libio. Eh bien, écoutez, Ali, une angoisse me saisit tout d'un coup, là, depuis le début de l'émission. Ne serions-nous pas un vieux couple, vous et moi? Nous fêtons quasiment nos 10 ans, non? Oui, c'est pas faux. Enfin, en fait, je sais plus, le temps passe tellement vite avec vous. Nous sommes d'ailleurs un si vieux couple que le partage des tâches entre nous est totalement tacite, hein. Chacun fait ce qu'il a à faire et les vaches bretonnes sont bien gardées. Aujourd'hui, par exemple, vous vous occupez du couple, de le couple, pour être précis.
pour savoir quels sont les secrets qui lui donnent longue vie. Eh bien moi, je vais m'occuper de la couple. Ça doit être mon côté un petit peu féminin. Je me permets tout de même, en passant, d'enrichir votre débat et de vous soumettre cette réflexion. Je sais bien qu'un couple explosif peut durer, mais j'imagine tout de même qu'il faut davantage de sérénité, puisque sans paix, le couple coule. Vous voyez un peu le truc, en enlevant le paix à couple. Sûr. Oui, je sais, c'est un petit peu amusant, mais bon, vous je m'égare. Bien votre année, vous. Voilà. Donc, couple, le mot vient de copula, qui n'est pas la conjugaison du verbe copuler au passé simple, mais le terme latin qui signifie lien. Cela dit, pour qu'un couple dure, j'imagine que copuler au passé, fût-il simple, n'est pas la meilleure solution. Un couple copule au présent, fût-il compliqué. À tel point d'ailleurs que couple est l'anagramme de copule. Oui, je sais, c'est amusant, même si l'anagramme ne pèse sans doute pas grand-chose. Dans le débat, pardon, je m'égare, cher Ali. Et je reviens à la couple. Alors la couple est par exemple un terme de vénerie. C'est ce qui permet d'attacher deux chiens ensemble. Je rappelle que la vénerie est l'autre terme de chasse à courre, activité face à laquelle il est possible d'être vénère. Je sais, c'est amusant, mais bon, je m'égare encore un petit peu. Donc, une couple définit deux choses de même espèce liées ensemble. Le synonyme est paire, une paire d'oreilles, par exemple, mais aussi une paire d'âmes, si l'on parle de deux femmes en couple de cœur, et même une paire de paires, si l'on parle de deux hommes en couple. C'était extrêmement amusant, mais bon, je m'égare toujours un petit peu. Alors, la couple est donc un lien. C'est aussi une laisse, c'est non d'ailleurs très amusant, parce que justement une laisse ne laisse pas faire grand-chose. D'ailleurs, pour qu'un couple dure, il faut justement laisser un petit peu de mou. Enfin, quand je dis mou, je ne parle pas de la nourriture pour le chat, puisque justement les chats ne se tiennent pas en laisse, ou si peu. Je me permets tout de même, en passant, d'enrichir votre débat et de vous soumettre cette question. Quelle est la bonne longueur d'une laisse? Alors oui, c'est amusant, pardon, je m'égare, et je bats ma coulpe, et je reviens à la couple. La couple est une laisse, mais puisque je ne me lasse pas de revenir au dictionnaire d'Alain Ray, votre cher Alain Ray, Ali, je le sais, la laisse est aussi, enfin était, puisque c'était au XIIIe siècle tout de même, ce qui ne nous rajeunit pas, c'était un texte, un couplet, une tirade dite sans interruption, en quelque sorte une chronique, comme celle-là, qui parfois s'égare à force de ne pas être très bien tenue. Mais en ce début d'année, je voulais vous dire, cher Ali, combien j'appréciais le fait de me laisser écrire ce qui me passe par la tête, même si je ne me comprends pas tout moi-même. Je reconnais en vous un ami fidèle qui sait être patient, bienveillant, encourageant, enthousiasmant, aimable, gentil, accueillant, généreux, cordial, prévenant, compréhensif. Parfois, je m'égare, mais reconnaissez que cette suite de mots ridicules et fort faite à propos est amusante. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, et c'est sans doute pour cette raison que notre couple dure. Merci Éric Libio, et vous pouvez réagir à cette chronique sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand-Mère vous fasse. Quels sont les secrets des couples qui durent? Nos experts éclairent notre lanterne. Vous pouvez poser vos questions et témoigner au 01 45 24 7000. 11h-10, quels sont les secrets des couples qui durent? Éléments de réponse avec nos experts. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Philippe Breneau, anthropologue, sexologue, psychiatre. Et le sexe dans tout ça? Est-ce que le sexe est forcément le ciment des couples qui durent? Que nous disent les études et que nous dit votre consultation? Alors, cher Ali, le sexe est évidemment au centre d'une société qui s'est libérée, qui parle beaucoup de sexe, qui ne l'explique pas beaucoup, et il y a beaucoup d'insatisfaction. On voit que la plupart ou une majorité des séparations vont se faire avec un problème de sexualité, soit qu'il soit premier et qui donne de l'insatisfaction, soit que le conflit, ce qu'on parlait tout à l'heure des disputes, la difficulté de discussion, amenait à ce qu'il ne puisse pas y avoir de rencontre sur le plan intime. Alors certainement, c'est quelque chose qui pourrait être cultivé dans le couple. Moi, j'insisterai sur une dimension qui me semble formidablement importante. C'est ce que j'appelle la permanence du corps. C'est-à-dire que lorsqu'on se rencontre dans la phase passionnelle, on va se toucher tout le temps, on va se serrer la main. Il y a des gens qui disent on ne s'est pas quitté pendant 8 jours. Or, on regarde ce même couple 10 ans plus tard et quelquefois des enfants, eh bien il va y avoir un éloignement progressif. Et je crois que pour maintenir un couple qui dure, va vouloir maintenir cette dimension de la sensualité, de l'érotisme. Et par exemple, il va falloir maintenir le contact, avoir du pot à pot, pouvoir prendre une douche ensemble, mais regarder tous les obstacles qui vont se mettre et qui vont empêcher ce corps à corps.
Caroline Cruz, l'infidélité, c'est l'un des poisons du couple, peut-être ou pas, je ne prononcerai pas. Est-ce que les couples qui durent sont d'une fidélité absolue ? En tout cas, l'exigence de... Qu'est-ce que vous voyez dans votre consultation, vous ? Non, pas forcément. Il peut y avoir au contraire des couples qui durent parce que il y a eu une infidélité, que l'infidélité a rebattu les cartes complètement. Moi, je trouve qu'il y a il y a une expression que j'aime beaucoup et qui peut se référer à cette question de l'infidélité, une expression de Boucheron là dans un numéro spécial de Télérama qui s'appelle Réparer, et il dit que réparer c'est le contraire de restaurer, hein, c'est-à-dire que on ne peut bien réparer que ce qu'on renonce à rétablir dans son état initial. Il dit c'est pas remplacer, on répare et on repart. Et je pense que ça peut être l'infidélité, l'occasion, ça peut être un signal d'alarme important. Peut-être qu'on aurait mieux fait de s'en passer, peut-être que ça aurait été moins douloureux. Mais si on arrive à surmonter cette difficulté, eh bien, ce que je constate, c'est que les gens se reparlent comme ils s'étaient jamais parlé auparavant. Et je trouve que ce que dit Philippe Breno sur la sensualité, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, il n'y a pas que la sexualité dans un couple, il n'y a pas que l'obligation de performance sexuelle dans un couple, il y a aussi toute cette dimension de la sensualité. Et Cécile Guéret, en cas d'infidélité, il est important de pardonner, mais de pardonner vraiment. Si on a vraiment pardonné la conduite de l'autre, mieux vaut peut-être s'abstenir de revenir sans cesse sur la question, de constamment renvoyer l'autre à sa trahison, à son infidélité. C'est essentiel, ça, le véritable pardon. Oui, mais c'est super difficile. Je sais. C'est-à-dire que quand on est dans la souffrance, quand voilà, on a été vraiment, on s'est senti trahi, on s'est senti, enfin voilà, toutes ces choses qu'on peut entendre en thérapie de couple, des couples qui arrivent après la découverte d'une infidélité. Il peut y avoir, en tout cas, souvent un moment où il y a besoin de dire tout ce qui a été vécu par la personne qui est dans une si grande souffrance. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps d'entendre ce que chacun vit, que chacun puisse dire voilà ses émotions, ce que ça interroge pour lui dans le lien qu'il a dans le couple, dans l'engagement qu'il peut mettre dans le couple, mais aussi d'une certaine manière, on peut voir aussi l'infidélité comme un symptôme, c'est-à-dire que d'une certaine manière c'est un point d'appel pour peut-être aller en thérapie de couple, mais si on ouvre un petit peu plus la focale et qu'on prend un petit peu plus de recul, c'est comment est-ce qu'on peut regarder ensemble quelle est la vitalité du couple aujourd'hui, quel est l'engagement, qu'est-ce qui peut-être manque comme projet, comme envie d'être ensemble, et rabattre un petit peu les cartes de qu'est-ce qu'aujourd'hui est ce couple, qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire ensemble, est-ce qu'ils ont envie de continuer ensemble ou pas, et de quelle manière différente, avec vraiment l'idée que c'est une création permanente et même une co-création parce qu'on est deux, et que donc forcément il y a des moments où ça coince, où ça gratte, où c'est pas si facile, mais que c'est vraiment dans cette avancée, dans ce mouvement permanent que se joue la vitalité du couple. Avant de donner la parole à Marianne, j'aimerais vous lire ce courriel d'Alain avec Françoise. Nous sommes mariés depuis bientôt 40 ans et notre recette est simple. Se dire oui tous les jours, se rechoisir, accepter l'autre tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit, tel qu'il est aujourd'hui et non tel qu'il était il y a 40 ans. 3 mots. Merci pour toutes les petites choses de tous les jours. Pardon de ne pas avoir fait attention à toi, de t'avoir blessé. S'il te plaît, tu ne peux pas savoir ce que j'attends si je ne l'exprime pas. Et puis quelquefois brancher le traducteur, savoir entendre « merci d'avoir rangé le linge propre » quand tu dis « rien n'est rangé à sa place dans le placard ». C'était Alain avec Françoise. Et on termine avec vous, Marianne. Quel est votre témoignage ? Bienvenue, Marianne. Bonjour à tous et bonne année. Merci à vous aussi. Oui, merci. Je viens d'entendre, j'aime beaucoup ce que disait Cécile Guéret, la psychologue, oui, par rapport à la co-création permanente, le mouvement permanent qui donne de la vitalité. Et ce que je pense, c'est ce que je vis depuis 17 ans avec mon ami. Et je dis toujours mon ami, hein, je dis pas mon mari, je dis toujours mon ami. Ça fait bien 17 ans que nous sommes ensemble, 18 bientôt, et nous vivons dans une maison, chacun dans sa maison. Voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus fluide, quoi. Parce que je suis quelqu'un de passionnel.
je suis quelqu'un de passionnel. Je pense que ce serait compliqué pour moi de vivre au quotidien. Merci Marianne pour votre joli témoignage. On termine avec vous, tiens Anaïs. Vous trouvez ce matin qu'on ne parle pas assez des couples avec enfants? Oui, bonjour. Je trouve que l'arrivée d'un enfant, ça forme la famille, mais c'est aussi une petite bombe dans le couple. Parce que voilà, on se découvre parent déjà soi-même, puis on découvre l'autre parent. Toutes les questions autour de l'accompagnement, de l'éducation, tout ça, il faut quand même être ensemble. Voilà, c'est vraiment dans le couple une étape, un challenge même, je dirais. Merci. Et voilà. Merci beaucoup Anaïs pour votre témoignage, et ça me donne l'idée de consacrer une émission au fait de concilier le couple et la vie de famille et l'éducation des enfants. Tiens, on a une poignée de minutes pour un mot de conclusion. Caroline Cruz. Peut-être rebondir sur ce que disait Anaïs, c'est ça, que effectivement le couple franchit des étapes. Alors il y a tout ce dont on a parlé le quotidien, mais effectivement l'arrivée d'un enfant est une étape, l'entrée dans la vie professionnelle est une étape, la sortie de la vie professionnelle est une étape, et à chaque fois le couple se construit, se co-construit, se reconstruit. Cécile Guéret. Oui, et je pense que c'est aussi important. Alors je sais pas si c'est rassurant ou si c'est angoissant. Peut-être chacun le prendra un petit peu comme il le sent, mais c'est aussi de se dire d'accepter de ne pas savoir, de rester un peu en suspens, un peu dans l'incertitude de ce que va être ce couple, avec l'idée que finalement il y a toute une part qui nous échappe, mais aussi que du coup tout est possible, et de pas forcément figer le couple, soit dans ce qu'on a vécu au début, soit dans un moment de crise qu'on traverse en ce moment, mais il y a quand même du mouvement, de l'impermanence possible, et ça c'est magnifique. Philippe Renaud, vous avez le mot de la fin. Moi, je crois, merci Ali. Moi, je crois que le ciment du couple, après avoir vu tellement de couples, je crois que c'est la confiance. Et on le voit, quand la confiance est perdue, c'est assez compliqué. Et je reprends les termes de François tout à l'heure, je crois. Tous les matins, moi, il y a quelque chose que je demande au couple de se dire. Tout ce que je lui dois, tout ce que tu m'apportes, et savoir commencer la journée avec justement tout ce que tu es pour moi, ce que je ne serais pas sans être avec toi. Merci beaucoup à tous. Caroline Cruz, on peut lire avec profit Le savoir-vivre amoureux, les secrets des couples qui durent, c'est publié au Rocher Poche. Merci Cécile Guéret. Aimer, c'est prendre le risque de la surprise. Philippe Renaud, vous reviendrez pour votre BD, l'incroyable histoire du sexe en BD, qui va intéresser Nagui, je pense, de l'Afrique à l'Asie. Je vous connais. Mais grave. Alors sur le couple, vous me posez aucune question, par contre sur le sexe, vous me parlez. Ok, d'accord, très bien. Bon, quel est le menu, mon cher Nagui? Valérie Carson.